Bonjour, un cours pour ceux qui étaient absents le vendredi 5 juin. Nous avons abordé les zones où les plaques sont en convergence, c'est-à-dire qu'elles bougent l'une vers l'autre. Alors sur ce schéma ici, elles sont marquées en rouge. Ça concerne en fait deux types de situations. Donc le titre du chapitre, la dynamique des zones de convergence. Les deux situations, on les avait déjà vues. Soit on a affaire à une fosse on a la présence de foyers sismiques très profonds, un volcanisme explosif, voilà pour les principaux marqueurs, ou alors on a affaire à une chaîne de montagnes récente avec présence de foyers sismiques superficiels abondants, nombreux. Donc ça, on le verra plus tard. Aujourd'hui, on se consacre aux zones de convergence avec ces marqueurs. Ces zones, on les appelle les zones de subduction. Vous l'avez vu au collège. Alors, elles sont effectivement un des marqueurs les plus spectaculaires, c'est cette fosse océanique, donc un trou, enfin si on veut, un relief négatif, avec en fait qui est dû, on va le voir, à la courbure de la plaque lithosphérique océanique qui est toujours impliquée dans ce genre de convergence. En voilà un exemple ici au Chili, avec la fosse ici. Au passage, avec le logiciel, c'est le logiciel sismologue qui permet ça, on a fait apparaître les volcans, on voit les petits triangles rouges ici, donc on voit un alignement de volcans ici, et puis les foyers des séismes. Alors évidemment ils apparaissent sur la carte, mais ils sont en profondeur. Alors ceux-là en jaune sont des séismes dits superficiels, parce que la roche casse à faible profondeur. Inversement, en noir, on a des séismes qui sont très profonds, au-delà de la limite de la LVZ. Donc, dans la sténosphère, a priori, ce qui est curieux, puisque on sait que dans la sténosphère, la péridotite est ductile et ne casse pas. Ici, on a des foyers intermédiaires, les petits points rouges ici. Alors, on s'aperçoit que toutes ces structures sont alignées parallèlement à la fosse. Regardez, on voit bien ici la fosse qui change de direction et tout le reste toutes les autres structures restent parallèles à cette fosse. Bon, là, on s'éloigne un petit peu. On voit la différence avec la dorsale où il n'y a que des foyers de séisme superficiels. On n'a pas les foyers intermédiaires ni les foyers profonds. Voilà, donc même image, mais avec le globe. Alors, autre zone de subduction qu'on est allé voir, c'est une zone qu'on avait déjà vue, c'est les Tonga, l'archipel des Tonga qui est ici. Donc ça c'est le bout de la Nouvelle-Zélande. Donc voilà la fosse, et puis toutes ces îles qui sont des îles volcaniques. Voilà, ici c'est la Polynésie française. Et quand on rajoute les foyers des séismes, qui sont particulièrement nombreux, on retrouve le même alignement avec les superficiels qui sont collés à la fosse. À peu près à l'aplomb des volcans, on a les foyers intermédiaires. Et puis au-delà, on a les foyers profonds. Ici, on s'éloigne un petit peu et on remarque ce qu'on appelle la ceinture de feu, le pourtour du Pacifique, qui est donc très riche en volcans. On est allé voir une troisième zone dont je vous avais parlé, c'est au niveau des Mariannes, puisque c'est là qu'on a la fosse la plus importante, donc les îles de l'archipel des Mariannes. On retrouve donc la fosse, l'alignement des volcans et les foyers. On retrouve les foyers sismiques, superficiels, intermédiaires, profonds. Donc à partir de la fosse, on a ce même alignement. Donc le bilan à l'écrit. Présence de ces foyers profonds, on viendra là-dessus. Donc en coupe, qu'est-ce que ça donne? Alors le logiciel le permet, on a une option coupe ici, etc. Donc on dispose 1.1, 1.2 et on va avoir la coupe qui correspond à ça. La voilà, donc avec ici la carte et la coupe. On retrouve la fosse ici. Là on a le continent Amérique du Sud avec là les volcans. On voit qu'à l'aplomb des volcans, on a bien la zone de séisme à foyer intermédiaire. Les séismes ici sont superficiels et ici on a les séismes profonds.
on voit que on peut tracer un trait ici entre ces séismes. On verra que ce trait, on le retrouve évidemment dans les autres zones de subduction, voilà, au niveau des Tonga et au niveau des Mariannes. On trouve la même chose, alors là c'est un petit peu incurvé. On retrouve ici les 3 coupes que l'on a vues avec les foyers des séismes, la disposition des foyers des séismes en profondeur, et on voit bien donc ce plan, puisqu'il s'agit de, on est en 3 dimensions, donc c'est pas une ligne ou une courbe, enfin c'est bien un plan. Et ce plan a été donné en hommage, enfin nommé en hommage à les deux géologues qui l'ont découvert, un japonais et un russe, donc le plan Wadati-Benioff. Comment a été interprété ce plan? Alors, j'avais donné des indices à vos camarades. Donc, rappel, un foyer de séisme, c'est un endroit où la roche casse. Ça veut dire qu'il y a des contraintes. La lithosphère océanique, deuxième chose, on sait qu'elle est formée au niveau des dorsales, en continu, lentement, mais en continu. Or, on sait que le globe ne grandit pas, la surface du globe n'augmente pas. Et puis, troisième indice, je leur avais dit que voilà, ça n'existe pas, un plancher océanique au fond de l'eau, à 180, de plus de 180 millions d'années, ça n'existe pas. La lithosphère océanique disparaît au niveau des fosses. C'est ce qu'on appelle donc une subduction. La lithosphère océanique plonge, on dit aussi subducte, dans la sténosphère sous une autre lithosphère océanique. Premier cas, c'est au niveau des Mariannes ou des Tonga, ou sous une lithosphère continentale, ce qui est le cas au Chili. Le plan de Wadati-Benioff, en fait, souligne la partie supérieure de la lithosphère plongeante. Alors, on l'appelle aussi la lithosphère subduite. Alors, a-t-on des zones de subduction en France? Eh bien oui. Alors, c'est pas en France métropolitaine, mais il s'agit de la Guadeloupe et de la Martinique qui font partie d'un archipel, en fait, des Caraïbes. Et donc, on retrouve un arc volcanique, comme on l'avait dit. Les volcans explosifs des zones de subduction forment souvent cet arc ici, quand ils sont en milieu océanique. Guadeloupe, on retrouve ces volcans explosifs. Dans votre livre, on vous raconte des éruptions célèbres qui ont rasé parfois donc des villages. Toujours dans votre livre, vous avez ce document qui montre bien le plan de Wadati-Benioff sous la Guadeloupe, ici. Le plan incliné qui réunit, enfin que l'on peut tracer avec les foyers des séismes. Vous avez aussi dans votre livre un document en tomographie sismique qui je vous rappelle donc qui est obtenu à partir de l'étude de la vitesse des ondes sismiques, de leurs anomalies, des ralentissements, des accélérations. Et ici, on voit bien que sous le continent Amérique du Nord, donc le voilà ici, Amérique du Sud, pardon, avec les petits volcans, eh bien, on voit qu'ici, on a une zone bleue, donc avec des vitesses d'onde rapides, ce qui veut dire que la zone est plus froide et rigide. C'est la lithosphère océanique qui s'enfonce. Ce qui explique la présence donc des foyers profonds, dont on avait parlé tout à l'heure. Donc il s'enfonce dans la sténosphère. C'est en fait, avec la subduction, on a présence d'une lithosphère, donc cassante, à des profondeurs asténosphériques, en fait. Alors, comment expliquer justement, cette lithosphère océanique de plusieurs kilomètres de roches arrive à s'enfoncer dans la sténosphère, qui elle-même est faite de roches, très résistante, la sténosphère? Eh bien, tout est une question de densité. On avait évoqué ça précédemment. Lorsque la lithosphère océanique prend naissance au niveau de la dorsale, elle est toute chaude. La croûte océanique a une certaine épaisseur. Elle va garder cette épaisseur tout du long. Par contre, le manteau lithosphérique, lui, en refroidissant, eh bien, va s'épaissir, puisque la LVZ est une limite thermique. Donc, l'isotherme 1300 degrés ici s'enfonce. Le manteau lithosphérique a une densité particulièrement élevée, 3,3, qui est supérieure à celle de la sténosphère, 3,25. Alors, il faut considérer l'ensemble. La lithosphère océanique, enfin le manteau lithosphérique, il est accroché à la croûte. Alors la croûte peu dense, 2,9, c'est comme si il y avait une espèce de bouchon ici qui retenait ce manteau lithosphérique très dense.
donc qui le retient vers la surface. Si on calcule la densité moyenne de la lithosphère océanique, eh bien, tant qu'elle n'a pas atteint les 40 millions d'années, sa lithosphère moyenne est inférieure à celle de... sa densité moyenne est inférieure à la densité de la sténosphère. Passé ces 40 millions d'années, elle est suffisamment refroidie, vieille et épaisse, et donc dense, pour dépasser celle de la sténosphère. C'est pas pour autant qu'elle va s'enfoncer, parce que la sténosphère va résister. Donc ici un petit bilan. Effectivement, la sténosphère résiste. La subduction souvent est retardée. Mais au-delà de 180 millions d'années, la sténosphère craque, si je puis dire, la lithosphère s'enfonce. Et alors, dans le cadre de deux lithosphères océaniques qui s'affrontent, qui convergent l'une vers l'autre, c'est toujours la plus vieille, donc la plus dense, qui va s'enfoncer sous l'autre, la plus jeune. Ici, dans votre livre, vous avez ce document-là, où on voit on retrouve les densités que j'ai évoquées tout à l'heure, 3,25 pour la sténosphère, 3,3 pour le manteau lithosphérique, 2,9 pour la croûte océanique. Et on voit ici qu'au fur et à mesure que la lithosphère océanique s'enfonce, eh bien, sa densité augmente. On verra tout à l'heure, c'est encore une histoire de métamorphisme. Ce qui veut dire que, en fait, la subduction va s'auto-entraîner, va s'auto-alimenter. C'est-à-dire que dès qu'elle a démarré, la subduction devient un moteur pour elle-même, ça va tracter la plaque, et du coup, c'est elle qui est responsable de l'écartement qu'il y a au niveau de la dorsale. Je vous rappelle, au niveau de la dorsale, on avait bien décrit les phénomènes chronologiquement, il y avait écartement, du coup dépression, remontée, donc ce qui permettait une remontée de la sténosphère, et puis la fusion partielle de péridotite qui donne le nouveau plancher océanique. Voilà, la subduction entretient le processus de subduction et également celui de l'accrétion océanique. Ici, je vous avais posé une question alors à vos camarades qui ont très bien répondu. Quelle est la lithosphère océanique en subduction la plus vieille ou la plus jeune? Est-ce que c'est celle qui subducte au niveau du Chili, au niveau des Tonga, au niveau des Mariannes? Eh bien, quand on regarde l'inclinaison, en fait, ce qu'on a appelé le pendage de ces plaques qui plongent, c'est celle des Mariannes qui forme l'angle le plus important avec la surface, donc qui penche le plus, qui a un plongeon le plus droit, on va dire. Ensuite les Tonga et ensuite le Chili. Donc c'est effectivement celle des Mariannes qui est la plus vieille, celle du Chili qui est la plus jeune. C'est confirmé par l'analyse la datation des sédiments qui sont au contact des basaltes. Donc en fait, en gros, si vous voulez, on date le plancher océanique. On s'aperçoit qu'au niveau du Chili, la lithosphère qui plonge, elle est située ici, entre 23 et 65 millions d'années, alors que celle qui plonge au niveau des Tonga, elle est dans cette zone-là, donc elle est entre 83 et 96 millions d'années, et celle qui plonge au niveau des Mariannes, alors attention, c'est pas la orange, là ici, celle-là c'est la lithosphère qui est au-dessus, celle des Mariannes, donc c'est la bleue qui plonge, c'est la plaque pacifique en fait, qui plonge sous la plaque philippine, et cette plaque pacifique, vous voyez, est très vieille puisqu'elle peut avoir jusqu'à 170 millions d'années.